Bonjour à tous et bienvenue dans Demain de Bottes, le podcast qui donne la parole à ceux qui font l'agriculture de l'Oise et du Val d'Oise. Aujourd'hui, je vous propose un format spécial replay, table ronde présentée lors de notre Assemblée Générale 2025. C'était un moment riche qui a mis en perspective l'importance pour vous, nos adhérents agriculteurs, comme pour nous, la coopérative, d'avoir des partenaires solides. En effet, dans un contexte agricole exigeant, vous avez besoin d'être entouré de partenaires fiables, capables de vous accompagner dans vos enjeux du quotidien, mais aussi d'anticiper les problématiques à venir. Et donc, dans le prolongement de vos exploitations, la coopérative doit aussi pouvoir bien s'entourer pour bien faire son métier. Alors pourquoi aujourd'hui il faut écouter cet épisode jusqu'au bout? Parce qu'il vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les ambitions de 3 de nos partenaires, notamment ici Ceremis, Unisigma et Tereos. Vous découvrirez comment ensemble on fait face à des défis tels que la concurrence à l'export, tels que des problématiques de qualité sur certaines années, notamment illustrées par la récolte 2024, des défis tels que les attentes clients qui évoluent. Nous avons aussi parlé de recherche variétale, d'innovation logistique, d'accompagnement collectif de la transition. Donc cet épisode, il illustre concrètement notre axe stratégique autour des partenariats. Et en fin d'écoute, vous aurez aussi une annonce sur un nouveau projet territorial. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Nous vivons une période exigeante. Et donc avec quelques-uns de nos partenaires, on s'est posé une question: comment renforcer ensemble la performance et la durabilité des exploitations, et donc dans la continuité de nos filières. Et donc pour savoir si cette question était unanime dans la salle, je vous propose d'écouter quelques extraits de notre podcast Demain de Bottes, quelques témoignages de jeunes adhérents. Je t'ai dit au départ, pour moi, un agriculteur, il semait, il traitait et puis il récoltait. Donc voilà ma vision qui était plutôt assez restreinte du monde agricole. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, être agriculteur, c'est être responsable des achats, responsable des ventes, être technicien, gestionnaire, RH. Et en fait, finalement, je me rends compte que c'est un métier qui est très complexe, qui est du coup très enrichissant et très intéressant parce qu'on apprend au quotidien. En tant que jeune agriculteur, quand on arrive, on a envie d'essayer de challenger un peu les fournisseurs. On se dit que ce qui était fait avant, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas améliorer les choses? Je me suis confronté un peu à est-ce qu'il faut rester coopérateur comme on l'était? Et c'est vrai qu'assez vite, j'ai vu la coopérative non pas comme un simple fournisseur ou un acheteur, mais vraiment comme un partenariat. On travaille un peu en spécialiste et en fait il y a des trucs, ça nous botte un peu moins et c'est pas mal de les déléguer en fait. Mon point de vue, il a un peu évolué sur ce métier évidemment. Je me rendais pas compte de toutes les contraintes qu'on pouvait avoir. D'avoir autant de choses qu'on ne maîtrise pas par rapport à d'autres domaines, c'est quand même pas facile à appréhender. C'est ce qui est dur dans ce métier, quoi. Il y a une grosse inertie, on ne maîtrise pas tout. Je pense qu'il faut être bon en tout cas de ce qu'on sait faire. Si on peut pas être bon aux deux, il faut savoir déléguer un peu quand il y a des trucs, ça nous dépasse un petit peu, que ça soit le côté agro ou le côté gestion. Des fois, faut pas avoir peur de s'entourer. Je pense que ce que j'attends de ma COP, c'est que ça soit un partenaire solide dans le temps, capable de nous donner une ligne directrice sur nos productions et de nous assurer un soutien permanent, que ce soit en termes d'approvisionnement ou de collecte. Aujourd'hui, le monde est tellement instable, on est content d'avoir des acteurs fiables à nos côtés. Et voilà des témoignages inspirants. Et donc, rebonjour à tous, Amaury Toupé, je suis donc vice-président de la coopérative. Je suis président d'Unisigma, je participe au conseil d'administration de Senalia et aussi au conseil de surveillance de Ceremis avec Étienne et Hervé. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est justement parce que nous allons parler de nos partenariats et je souhaite inviter Guillaume Vandevel de Ceremis à nous rejoindre. Guillaume Rollet de Unisigma à nous rejoindre aussi. Et Vincent Grégoire de Tereos. Bienvenue. Bonjour à tous les 4. Merci d'être là. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter la structure que vous représentez en quelques mots,
pour certains qui ne connaîtraient pas dans la salle, et aussi pour nous mettre dans le bain, nous parler un peu de votre partenariat que vous avez avec Agora. Je commence. Moi, je m'appelle Guillaume Pandevel, donc je suis le directeur de Ceremis. Ceremis commercialise pour la collecte de 6 coopératives et négoces, donc dont la coopérative Agora depuis bien longtemps. Ceremis, c'est 4,5 millions de tonnes de collecte. On est du coup le premier metteur en marché en blé en France. Évidemment, 100% de la collecte de chacun des actionnaires de Ceremis passe par l'union Ceremis. Voilà, et on y reviendra après, une position forte à la fois sur les marchés vers l'export hors d'Europe et vers les marchés intérieurs, vers les marchés industriels. On peut continuer dans l'ordre. Alors, Guillaume Roulet, donc moi je suis directeur d'Unisigma. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaît Unisigma. C'est la société entreprise qui s'occupe de la sélection de semences à Froissy, donc pas très loin d'ici. Et Agora est le partenaire historique de la création et de la fondation d'Unisigma. À ce titre, ça fait vraiment sens d'être présent aujourd'hui. Donc la société Unisigma est obtenteur. On travaille sur le blé, l'orge, les pois et le triticale. Et puis en partenariat, donc dans le cadre de notre recherche variétale, avec d'abord la station de semences de Froissy, et puis un réseau de multiplicateurs pour la production de nos semences de base qui se trouve sur le territoire d'Agora. Je peux préciser aussi que le statut d'Unisigma, c'est un statut un peu particulier puisque c'est un groupement d'intérêt économique, un GIE, qui s'appuie sur 3 partenaires. Qui est régi par un conseil d'administration donc présidé par Amaury, et ces 3 partenaires sont 3 partenaires coopératifs. Ça en fait vraiment une originalité dans le paysage des semenciers aujourd'hui. Donc 3 actionnaires que sont Agora, Limagrin, la coopérative Limagrin, et puis l'union de coopératives InVivo. Voilà. Et chacun de ces partenaires, et j'en termine là, a une fonction opérationnelle dans le fonctionnement du GIE à travers ces différents savoir-faire de métier. Et concrètement, pour Agora, cela représente un réseau de 105 multiplicateurs qui travaillent alors pour Unisigma, mais pas uniquement, mais aussi pour la coopérative. On produit à la station 100 000 quintaux, 2000 hectares de multiplication, et 85% des semences qui sont produites à la station sont commercialisées en circuit court à la coopérative. Bonjour à tous, Vincent Grégoire, donc je suis responsable durabilité au sein du pôle coopérateur Tereos. Je suis aussi agriculteur à Compremis, donc à côté de Froissy, et adhérent Agora. Et donc Tereos, donc groupe coopératif que je pense beaucoup de personnes connaissent dans la salle. Donc historiquement donc transformateur de betteraves avec 8 usines dans le nord de la France, et puis une diversification aussi dans l'amidonnerie depuis maintenant quelques années, donc aussi à travers cette activité cliente de Ceremis, et puis un groupe aussi qui s'est internationalisé, donc avec des activités notamment au Brésil. Et donc on a mis en place, comme on l'a vu, donc un partenariat entre Tereos et Agora sur le sujet de la décarbonation du carbone, et donc on va en parler un peu plus tout à l'heure. Merci. Donc pour rentrer dans le concret, là, on a vu tout à l'heure qu'on exportait beaucoup les céréales via Rouen, 86% en moyenne en R21, 22, 23. Et l'année dernière, suite à une problématique de récolte, il a fallu que l'on trouve des nouveaux débouchés. Et en ce sens, notre partenariat avec Ceremis, c'était très important. Et là, je vais laisser la parole à Guillaume pour nous expliquer comment il a réussi à commercialiser toute cette production qui n'était pas forcément dans les qualités requises au démarrage. Donc on commercialise à la fois vers l'export par Rouen, mais aussi vers les marchés industriels locaux. Ces marchés, c'est des industries qui sont des amidonniers, des meuniers et des fabricants d'alimentation du bétail. Donc c'est particulièrement ce marché-là qui nous a malheureusement intéressés lors de la récolte 2024. On connaît bien ce segment de marché tous les ans, parce qu'on a tous les ans sur la zone Ceremis qui s'étend sur toute la région Hauts-de-France une partie de blé fourragé
pour ces clients-là, et on leur vend également des orges et fourragères et des maïs tous les ans. Donc quand on a découvert la qualité de la récolte 2024, on a rapidement discuté avec ces clients-là pour reprendre des flux commerciaux et des flux logistiques vers ces clients en alimentation du bétail. Et on a rapidement aussi renégocié avec nos clients industriels de la midonnerie et de la meunerie pour assouplir le cahier des charges. Donc on a pu renégocier notamment le critère de poids spécifique qui était le critère défaillant lors de la récolte 2024 pour livrer en dessous du critère qu'on avait vendu. Bien souvent, en moyennant réfaction, ça nous permettait quand même de trouver un débouché. Et puis en deuxième partie de campagne, on l'a vu dans les chiffres de débouché d'Agora, il y a un débouché à l'export qui s'est ouvert pour le blé fourragé à partir du mois de janvier. Donc on a pu exporter, certes tardivement, et ça explique pas mal de commentaires qu'on a entendus pour l'instant, une exécution de blé fourragé, de blé à 72-74 de PS par le port de Rouen. Très clair, merci Guillaume. Et donc du coup, cette année, ça a été particulièrement important pour Agora de faire partie de l'Union pour l'agilité des débouchés. Mais sur les autres années, de manière générale, quels sont aujourd'hui les enjeux que vous vivez chez Cérémis, notamment sur la commercialisation ? Alors on a 3 enjeux. Aujourd'hui, un enjeu qualité, un enjeu durabilité et un enjeu autour de la logistique dont on reparlera un petit peu plus tard. Au niveau de la qualité, nos clients sont de plus en plus sensibles à deux critères. Un critère sanitaire, hein, donc c'est essentiellement les teneurs en mycotoxines. On a beaucoup souffert avec les maïs de la récolte 2024, hein, pas que les maïs d'Agora, avec tous les maïs de la région Hauts-de-France, des maïs qui étaient un peu trop chargés en mycotoxines. Il faut savoir que nos clients industriels, bien souvent, les amidonniers en particulier, ont tendance à concentrer les mycotoxines dans leur process industriel. Donc on ne peut pas livrer des marchandises trop chargées en mycotoxines. Voilà, c'est un critère que vous subissez, que nous subissons également, même si peut-être que la recherche variétale peut répondre à ce besoin. Donc un premier critère qualité qui est l'aspect sanitaire. L'autre sujet, c'est la présence d'insectes dits ravageurs du grain. C'est une problématique qui est grandissante. Je peux vous assurer que dans notre quotidien de Cérémis, à la fois mise en marché et logistique, c'est un sujet quasiment quotidien. Le constat est malheureusement assez simple. Il y a de moins en moins de moyens de lutte contre les insectes, de lutte chimique. Il y a certainement aussi une présence d'insectes un peu plus grandissante au fil des années. Et on a en face de nous des clients qui sont devenus très 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 exigeants, voire intolérants à la présence d'un insecte. Voilà, on peut être amené à décharger une péniche de 2000 tonnes parce qu'on a trouvé 1 ou 2 insectes dans la péniche et devoir même des fois la faire revenir parce que cette péniche elle est arrivée en Belgique, en Hollande. Voilà, donc qualité sanitaire sur les mycotoxines et la présence d'insectes où il y a un gros travail à faire. Et le deuxième enjeu, c'est autour de la durabilité, de la recherche de valeur ajoutée autour de ces filières décarbonées, bas carbone. C'est un dossier qui est maintenant animé au sein de Cérémis. On a une personne qui est en partie en charge de toute cette animation et ce pilotage depuis 1 an et demi. Cette animation, elle se fait en relation avec vos responsables agroécologie ou agronomie selon les structures. Voilà, on est plus fort à plusieurs à l'animer ensemble. On va éviter de tirer les valorisations vers le bas. Et peut-être que quand cette machine sera en route, nos clients seront aussi contents d'avoir affaire à une union Cérémis qui pèse des gros volumes pour pouvoir s'approvisionner correctement avec des volumes satisfaisants. Voilà en résumé nos enjeux de demain. Ok, donc pour Agora, Cérémis est un partenaire crucial qui permet, comme on l'a vu en R24, de valoriser des marchandises qui ne sont pas forcément aux qualités standards, des standards auxquels on a l'habitude. Le but quand même de Cérémis pour Agora, c'est de créer de la valeur. Donc la valeur, elle peut se créer grâce au prix, mais aussi par rapport à la logistique. Et dans ce cadre-là, ils aident aussi les équipes à optimiser la logistique. Deuxième point, c'est la qualité sanitaire. Donc on travaille déjà à la coopérative
pour essayer d'améliorer, de diminuer la présence d'insectes dans les céréales. Mais bon, les moissons sont précoces, l'été il fait chaud, on a du mal à refroidir, donc c'est vraiment un gros challenge pour nous. Et de même pour les stockeurs en ferme, il faut absolument qu'on travaille ce point-ci. Et un des objectifs de la commission céréales, qui se réunit régulièrement, mais tous les ans on doit se fixer des objectifs. Et un des objectifs de l'année prochaine sera de travailler sur la réduction des insectes dans les stockages en ferme. Donc on ne sait pas encore comment on va faire, mais c'est un objectif ambitieux qui, j'espère, permettra de déboucher sur de réelles améliorations. Merci Amaury pour d'avoir rebondi. Je me tourne maintenant vers Guillaume d'Unisigma. De ton côté, en quoi la recherche variétale est-elle un enjeu stratégique en fait pour la compétitivité des exploitations de nos adhérents qui sont dans la salle ? En quoi ça les concerne ? J'ai envie de réagir, de rebondir un peu sur l'intervention de Guillaume concernant les aspects qualitatifs de nos productions. Alors il y a différents volets dans la qualité des produits qu'on travaille, des espèces qu'on sélectionne. Le premier volet, c'est ce que j'appelle le triptyque protéines, poids spécifique, rendement. Quand on sélectionne un blé, ces trois éléments-là sont vraiment incontournables pour proposer aux agriculteurs une variété qui réponde à leurs attentes et qui réponde in fine aux attentes du marché. Alors sur le rendement, il y a un élément important. On est challengé, mais vraiment très fort par le climat. Aujourd'hui, la sélection, c'est une des voies avec l'amélioration des techniques culturales, l'adaptation des techniques culturales, mais c'est vraiment une des voies par lesquelles on améliore ce critère de rendement. Ou du moins, on permet d'éviter l'érosion des rendements, parce qu'on est quand même vraiment confronté à cette question-là. Il faut savoir qu'on sélectionne au champ et que le climat, c'est le tamis par lequel passent toutes nos sélections. Donc les années se suivent et ne se ressemblent plus du tout. Et chaque nouvelle année, c'est un acquis pour nos programmes de sélection dans le large flux génétique qu'on sélectionne, qu'on trie. Eh bien, ce tamis du climat, il est présent. Et à ce titre, la sélection travaille dans ce sens. Sur le PS et la protéine, ce que je peux dire, c'est que ce sont des caractères assez fortement héritables. Quand on a une bonne lignée qui est productrice de protéines, on sait que dans sa descendance, on va trouver des lignées qui ont tendance à faire de la protéine, et que c'est un critère qu'on peut cumuler donc, et permettre d'augmenter ses teneurs. Il y a un deuxième point qui a été évoqué, c'est le point de la qualité sanitaire sur les aspects notamment mycotoxines. Alors nous, c'est un sujet, nous sélectionneurs, je parle pour Unisigma, mais toute la communauté de mes confrères obtenteurs est très investie sur ce sujet-là. La tolérance à la fusariose des blés, c'est vrai aussi pour les orges. C'est un sujet qu'on travaille de manière assez intensive dans notre pépinière de Froissy. On a des essais irrigués avec des cannes de maïs qui sont posées au sol, du grain de maïs contaminé qui est en plus épandu, et on arrive à des niveaux de pression de fusariose qui sont probablement inédites dans vos exploitations, mais qui nous permettent, toujours par ce jeu du tamis, de trier et de ne retenir que les meilleures variétés. Ce qui nous a permis, par exemple, dernièrement d'inscrire la variété Conquistador avec une cotation de 6,5 en résistance à la fusariose. Donc c'est le genre de critères qu'on travaille. Un dernier critère sur lequel que je peux évoquer, c'est la tolérance à la jaunisse nanisante. On a été à Unisigma parmi les tout premiers à proposer une orge d'hiver tolérante à la JNO. On avait ça dans les tuyaux depuis très longtemps, et le retrait des néonicotinoïdes a précipité les choses il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et à ce moment-là, Unisigma était prêt à faire feu avec une variété qui était déjà bien présente. Pour ceux que ça intéresse, moi je vous invite vraiment à venir voir nos pépinières. On sème tous les ans des orges au 20 août pour les exposer massivement à la présence de pucerons. Et l'intérêt des gènes de tolérance à la jaunisse est manifeste dans ces pépinières-là. Donc je vous invite, et vraiment ce sera avec plaisir d'accueillir
tous ceux qui veulent venir voir. Merci Guillaume. Toujours pour continuer sur cette partie enjeux et compétitivité, Vincent, chez Tereos, à ton niveau, quels sont les objectifs aujourd'hui qui sont assez prioritaires chez Tereos ? Donc au niveau de Tereos, il y a un enjeu stratégique qui est la décarbonation. Donc le groupe Tereos a réalisé son bilan carbone en 2022. Et donc ce qui ressortait de ce bilan carbone, c'est que 47% des émissions de gaz à effet de serre étaient issues des matières premières que transforme le groupe, donc aussi bien la betterave, mais aussi les céréales et puis la canne à sucre. Et le groupe a souhaité s'engager dans une démarche ambitieuse de décarbonation en réduisant aussi bien les émissions industrielles de l'ordre de 50% au niveau groupe et les émissions agricoles de l'ordre de 36%. Tout ça pour être en ligne avec les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique. C'est à la fois pour des objectifs de RSE, mais c'est aussi pour répondre aux demandes de clients. Et c'est, je pense, quand même quelque chose de très important à avoir en tête, c'est-à-dire que Tereos s'est engagé parce que nos clients nous ont poussé, et nos clients, ce sont les grands groupes de l'agroalimentaire, nous ont poussé à nous engager dans cette stratégie de décarbonation. Et donc, à partir du moment où on a fait l'état des lieux avec le fait que la partie agricole était très importante, qu'il fallait réduire de 36% en 10 ans, qui est quand même un objectif aussi très ambitieux, de là est née donc la volonté de pouvoir travailler en partenariat, puisque quand on fait un bilan carbone d'une exploitation, on le fait à l'échelle de l'exploitation et non pas uniquement d'une culture. Et donc on avait jusqu'à maintenant tendance à raisonner en filière culture par culture. Là, il apparaît évident de devoir travailler à l'échelle de l'exploitation. Et puis, de par les activités aussi de Tereos, qui, comme je l'ai dit, transforment de la betterave et des céréales, ça faisait sens de travailler sur l'échelle de l'exploitation. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé à la mise en place de partenariats. Et donc, ça s'est concrétisé par la mise en place de projets d'agriculture régénératrice. On en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, ou de bilan carbone mutualisé. Avec les coopératives céréalières, puisque ce sont aujourd'hui les acteurs principaux et les interlocuteurs principaux des exploitations. Ils collectent, qu'on l'a vu, une grosse partie des productions des exploitations. Et le but, c'est bien de pouvoir avoir une seule démarche pour les agriculteurs, pour éviter la multiplicité des démarches qui rajoutent du temps administratif. Et je pense que on est tous conscients qu'il est déjà important, et aussi pouvoir faire des économies d'échelle quand on mutualise la démarche et pouvoir répartir les coûts entre les acteurs. Très clair, merci pour vos partages à tous les trois. Ce qu'on a essayé d'illustrer, en fait, c'est que par les partenariats, on a quand même des enjeux communs. Chez Cérémis, la problématique, c'est les besoins des industriels, donc la qualité, la souplesse logistique et la durabilité. Chez Tereos, en tant que client, vous êtes quand même, vous rejoignez pas mal avec les problématiques des industriels, et ça a été évoqué là sur la durabilité et les émissions de GES. Et puis Unisigma, vos travaux visent également la valorisation finale des produits. Donc on a quand même des partenaires solides là autour de notre table aujourd'hui. Cérémis, c'est la première union de commercialisation de blé au niveau national, si je me trompe pas. Unisigma, premier obtenteur national, si je me trompe pas, non, en blé. Tout à fait. Et Tereos, quand même un groupe international que tout le monde connaît. Donc déjà, premier constat, des partenaires solides, mais c'est aussi des partenaires qui sont dans l'Oise et le Val d'Oise, donc qui sont dans notre territoire. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc ce que j'aimerais bien dans la suite des échanges, c'est de mettre en avant l'intérêt des partenariats, peut-être avec les intérêts d'Agora dans ce partenariat, mais aussi les intérêts du territoire des Hauts-de-France, qui reste un argument pour la pérennité aussi de nos collaborations. Guillaume, peut-être Guillaume Unisigma, pardon, peut-être que tu peux rebondir sur le sujet. Oui, tout à fait, Honorine. C'est vrai que le territoire qu'on a, j'ai envie de dire le terroir qu'on a dans l'Oise, j'aime bien rappeler que ce sont des terres à blé. Et le fait que Unisigma en fait, doive le début de son existence à une variété qui porte le nom du village où elle est née, Camp Rémy,
où habite d'ailleurs Vincent. C'est pas complètement un hasard. Le fait d'avoir ces sols qui sont profonds, qui restituent de l'eau même quand il fait sec, qui sont plutôt faciles à travailler et qui sont des terres à gros potentiel, ça permet d'extérioriser et d'exprimer vraiment la quintessence de la génétique, j'ai envie de dire. Et c'est pas un hasard à ce titre si beaucoup d'obtenteurs aujourd'hui sont dans les Hauts-de-France, dans l'Oise d'abord, on a Azur, on a Linéa qui sont des obtenteurs et confrères qui travaillent des espèces proches. Mais il y a également dans toutes les Hauts-de-France, on retrouve des confrères de toute première importance. On a Thomas qui est dans la salle aujourd'hui, le maire des Fontaines par exemple. Voilà, donc c'est ce terroir-là. Moi, je pense qu'il a son rôle. Dès le jugement en pépinière, en fait, la sélection, ça reste vraiment, malgré et avec l'évolution des marqueurs moléculaires, de la génétique, des outils de biotechnologie, ça reste un métier qui s'exerce sur le terrain, dans les pépinières, dans les champs d'essai. La qualité d'une parcelle d'expérimentation, la qualité d'une parcelle de pépinière d'1 mètre carré, voire moins, ça compte énormément dans la qualité des blés, des orges, des pois qui vont en sortir. Il y a un deuxième élément sur les partenariats locaux et avec Agora notamment que je souhaite mettre en avant, c'est la station de semences de Froissy, qui est un outil de taille intermédiaire, un outil robuste, et qui a une double vocation. Il a la vocation de fournir aux adhérents de la semence pour les adhérents d'Agora. Il a aussi la vocation de produire les semences mères qui vont servir aux multiplicateurs dans toute la France. Donc les semences G4, ce sont des termes techniques, mais pour que la semence arrive à l'agriculteur, aujourd'hui par exemple les variétés d'Unisigma sont cultivées sur environ 350 000 hectares en France. Pour arriver à 350 000 hectares, c'est pas le simple outil d'une petite entreprise comme Unisigma qui suffit pour mettre ses multiplications en avant. Il faut passer par des étapes intermédiaires. Et maintenir ce savoir-faire du travail de la semence au sein d'Agora, maîtriser cette technique, les savoir-faire qui sont liés au travail du grain, aux épurations au champ pour avoir la meilleure qualité de semence possible, pour moi ça fait partie d'une sorte de souveraineté. C'est vrai que la graine, c'est quand même le point de départ de tout le travail de l'agriculteur, et le fait de garder le pied ou la main ou la maîtrise de ce maillon, pour moi c'est un atout à la fois dans l'indépendance et l'expertise de toute la filière. Merci Guillaume. Je me tourne vers Guillaume Sérémis. Une remarque justement par rapport à la force des partenariats du territoire. Non, l'intérêt du territoire sur la partie sur la production du territoire, des terroirs, la climatologie, c'est une évidence d'avoir un emplacement privilégié. Mais vous avez aussi un emplacement privilégié vis-à-vis de vos clients, des consommateurs. Il y a cette proximité des ports de Rouen ou des ports de Dunkerque, qui sont deux grands ports d'exportation. Hein. Le port de Rouen exporte environ 1 tonne sur 2 des tonnes qui sont exportées vers les pays tiers. Et puis tout ce tissu de consommateurs d'industrie locale, de meunerie, d'alimentation du bétail et tout autre. Puis toute la proximité de la Belgique-Hollande, qui est aussi quand même un bel aspirateur. Un bel aspirateur à céréales et des grosses industries très très locales. Enfin, quand on parle de Tereos, l'usine de Tereos Anel écrase, je pense, environ 700 000 tonnes de blé par an, donc c'est pas rien. Et tout ça avec un accès au transport fluvial qui est aussi une véritable chance pour vous. Voilà, ça c'est pour le territoire. L'intérêt du partenariat, vu d'Agora, vu de Sérémis, vu d'Agora pour commencer, pouvoir bénéficier de l'union Sérémis pour une diversité des clients, d'avoir une force de frappe en volume, l'intérêt d'avoir une équipe dédiée. Aujourd'hui, on est 17 personnes chez Sérémis qui sont uniquement dédiées à la mise en marché et à la logistique de ces céréales.
L'intérêt de massifier toute cette mise en marché, c'est aussi d'avoir un coût de mise en marché qui est plutôt assez bas, parce qu'on permet de d'écraser aussi toutes les charges de mise en marché. Et vu de ces remises, pour nous, la qualité d'Agora, je dirais deux choses. On est face à des équipes d'Agora qui sont impliquées, à la fois les élus, à la fois les équipes dirigeantes ou les équipes des services céréales. On a une anticipation des volumes et une notion d'engagement des volumes qui est importante chez Agora, qui est importante pour nous chez Cérémis pour avoir une bonne commercialisation. Et puis voilà, l'intérêt des silos fluviaux qui sont une force pour la mise en marché. Super, merci. Et chez Tereos, du coup, Vincent, quel est le lien entre le territoire et du partenariat avec Agora aussi? Même question. Du coup, là, donc Tereos a une sucrerie à Chevrières, donc au cœur de la zone Agora. Et donc Agora a su assez rapidement s'intéresser au sujet des bilans carbone, puisqu'il a fait partie des premières coopératives donc à réaliser des bilans carbone des exploitations en 2021, quand la méthode label bas carbone est sortie. Et donc et j'ai envie de dire, quand on parle décarbonation, il y a les émissions, mais il y a aussi le stockage. Et il y a tout le travail du pôle agroécologie, donc des équipes d'Emmanuel Letès, Céline Lemoine, sur Luc Van Put, sur les couverts végétaux, qui moi me paraissent très importants, puisque en fait c'est ces leviers-là qu'on va actionner aussi quand on parle décarbonation, stockage de carbone. Et c'est des sujets qui sont travaillés depuis longtemps chez Agora, pour avoir pu participer à la fois aux visites d'automne des couverts, ou encore des réunions de restitution de l'intérêt des couverts végétaux. Donc on a une certaine expertise chez Agora qui est utile pour pouvoir mettre en place les plans d'action chez les agriculteurs. Et donc c'est pour ça que ça fait du sens que des structures comme Tereos et Agora travaillent ensemble pour harmoniser les plans d'action, puisque l'agriculteur, il faut qu'il ait de la visibilité, qu'il n'ait pas des sons de cloche différents en fonction de son interlocuteur. Et c'est tout l'intérêt du coup de la mutualisation. Comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, on simplifie les démarches administratives. On essaye aussi d'aller chercher un maximum de valorisation. Et dans le modèle donc qu'on a imaginé de collaboration Agora-Tereos, mais c'est le cas avec tous les acteurs céréaliers, c'est de pouvoir donc rémunérer via une prime filière donc pour la betterave, et de pouvoir générer du coup des crédits carbone pour les céréales quand ils ne sont pas en filière. Et donc l'objectif, c'est là d'aller chercher aussi un maximum de valorisation pour accompagner financièrement la transition. Merci. Donc si je résume, Agora a peut-être tout intérêt à rejoindre ces unions, mais c'est surtout pour être un partenaire plus fiable pour ses adhérents derrière, face aux enjeux auxquels on est confronté. L'idée, je pense que vous êtes tous d'accord, on ne s'associe pas pour s'associer, mais vraiment pour arriver à mieux faire notre métier tous ensemble. Et c'est ce qu'attendent nos adhérents. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie d'illustrer aujourd'hui. Et justement, pour continuer dans l'illustration, Guillaume, tu parlais d'enjeux logistiques. Aujourd'hui, comment tu peux illustrer les enjeux logistiques qu'on a chez Agora et comment on peut s'adapter pour y répondre? Alors, la logistique, c'est évidemment un enjeu important. Je crois que vous en parlez régulièrement chez Agora. Votre directrice vous en parle régulièrement aussi. Je disais qu'avant, on vendait et la logistique suivait. Et bientôt, on va être arrivé à presque à l'inverse, où c'est la logistique qui va nous guider dans les ventes. Donc, ton objectif, c'est de lisser au maximum nos exécutions, nos ventes et la logistique de ces ventes tout au long de l'année, pour avoir aussi des tarifs de transport le plus optimisés. Mais on doit aussi se garder un peu de souplesse pour répondre à des à-coups de marché, ou pour répondre à des besoins de dégagement ponctuels de vos silos durant la moisson d'été ou avant la récolte des maïs. La faiblesse, la difficulté aujourd'hui, c'est l'accès aux moyens de transport. Donc, pas le transport ici, c'est camions, péniches. Le nombre de camions et de péniches est plutôt en diminution. Ces moyens de transport sont concurrencés, ils ne transportent pas que des céréales, on a des concurrents en face qui transportent des
des matériaux pour le BTP ou pour ce genre de secteurs d'activité qui sont vraiment nos concurrents. D'où l'intérêt aussi de nous proposer une offre lissée, fluidifiée à ces transporteurs ou à ces affréteurs, parce qu'en face, nos concurrents ont une activité beaucoup plus régulière. Bon, là, quand même, la grosse force de frappe pour Agora, c'est ce chargement fluvial. On a parlé des travaux d'amélioration qui ont été faits à Pont-Sainte-Maxence, à la CEMAP, qui permet d'accélérer encore. Il y a des travaux qui vont venir à Ucavo bientôt. L'objectif, c'est de pouvoir charger plus vite, dans des bonnes conditions, et de permettre de faire venir les mariniers encore un peu plus facilement chez nous. Aujourd'hui, tout l'affrètement fluvial est concentré chez Ceremis, pour les 6 organismes stockeurs qui font Ceremis. Et dans ces réflexions-là, on réfléchit actuellement à contractualiser des péniches sur toute la campagne, c'est-à-dire leur assurer du travail pour toute l'année, avec un bon tarif, avec un tarif régulier. Et ça, là pour le coup, la taille de Ceremis nous permet de prendre ce risque, parce qu'on a un volume important à commercialiser et à transporter, donc on peut se permettre de contractualiser toute une partie au moins à l'année. Voilà, et tout ça en prévision du fameux canal Seine-Nord-Europe qui finira bien par voir le jour. Ok, donc vous comprenez bien que pour Agora, le transport fluvial est stratégique. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est plus intéressant économiquement de transporter du blé par péniche que par camion. Et puis en termes écologiques, il faut mieux aussi mettre des péniches que des camions. Donc ça participe aussi à notre RSE, à diminuer notre émission carbone par tonne transportée. Et puis aussi, l'avantage d'avoir du fluvial, c'est qu'on peut faire des gros volumes et on peut répondre rapidement à une demande. Et pour cela, on a aussi une union sur Rouen, Senalia, dans laquelle on a une capacité de stockage de 12 000 tonnes. Et on peut monter, comme dit Guillaume, on pourrait très bien envisager de faire une péniche toutes les semaines, c'est l'objectif, pour affréter régulièrement de la marchandise sur Rouen. Et alors comment, on en a déjà parlé, mais je voudrais quand même insister sur ce point, quels sont les investissements qu'on a fait pour réussir cet objectif ? Donc, depuis 2020, à la CEMAP, donc à Pont-Sainte-Maxence, avec Val-France, on a investi 5 millions d'euros et on passe 300 000 tonnes de céréales par an. À Ucavo, à Verberie, on va démarrer normalement en février la nouvelle ligne pour passer de 100 tonnes à 300 tonnes heure de chargement au niveau des péniches. Donc vous imaginez bien, on a du mal à trouver des mariniers pour s'arrêter. Mais là, à 300 tonnes heure, on va réussir à les attirer plus facilement. De même, on a un nouveau point de chargement, pas un nouveau, mais on a réhabilité un point de chargement à Clairoy, puisque avant on avait des amarres qui ne tenaient pas, on a remis des nouvelles amarres, ce qui nous fait encore un point de chargement supplémentaire. Et pour reparler du camion avec un transport à bande unique en France qui a été développé par les équipes d'Agora, permet aussi de charger 300 tonnes heure des péniches un peu partout sur le bord des rivières d'Agora. Et à l'avenir, on aura le canal Seine-Nord-Europe et on se positionnera aussi pour atteindre ces nouveaux marchés. Voilà un petit peu, Honorine. Oui, donc ça a été dit tout à l'heure, on arrive à 46% de transport péniche. Donc on a des atouts, on est bien placé, mais il ne faut pas s'endormir pour arriver à les conserver. En fait, on a un objectif de 60% à moyen terme. Et justement, je voulais rebondir sur la partie durabilité et bilan carbone aussi pour la suite. Ça a été mentionné aussi dans le rapport d'activité de la direction. On a fait notre premier bilan carbone chez Agora. Bon, sans surprise, il est assez dans la ligne directrice des autres coopératives d'APRO-Collect. Jusque-là, pas de grande surprise. Vincent a parlé de durabilité. Ceremis avec Guillaume en a parlé un petit peu. Mais Guillaume, chez Unisigma, vous parlez du climat, mais sinon, bilan carbone, tout ça, vu que vous êtes plus à l'amont, ça vous touche pas tant que ça, ou si un petit peu quand même ? C'est vrai que c'est un peu une autre échelle. En fait, moi, ça me donne le tournis quand je suis avec les coopératives d'entendre parler de centaines de milliers de tonnes. Les volumes qui sont évoqués et la massification qu'il y a derrière, les contraintes logistiques qui sont évoquées, c'est derrière ça, il y a des flux qui sont vraiment importants. Et quand on est en sélection, on travaille à la graine.
On récolte à la main des plantes. On travaille comme au 19e siècle. On a des gens dans les champs avec des faucilles pour aller récolter des plantes une par une. Donc la distorsion d'échelle qu'il y a entre le métier de l'amont que je représente ici et les métiers de l'aval, elle est assez vertigineuse. Et à la fois, elle est fascinante parce que, en fait, tout part de la graine, finalement, d'une certaine manière. Alors, je prêche sans doute un peu pour ma paroisse en disant ça, mais en tout cas, sur le plan génétique et variétal, on a des leviers qui permettent d'accompagner les besoins de décarbonation. Je peux en citer quelques-uns. Succinctement, mais on sait par exemple que le besoin en azote de 2 variétés de blé pour fabriquer un quintal de rendement sont pas les mêmes. Il y a un écart aujourd'hui, la variation que nous offre la nature en termes de valorisation de l'azote apporté entre variétés, elle est de l'ordre de 15 à 20%. C'est-à-dire qu'entre 2 variétés, on peut quand même aller gagner 15% d'efficience azotée. Et c'est un critère sur lequel on travaille. Un élément sur ce critère-là, c'est le fait de savoir que pour passer à l'inscription, une variété passe par un institut qui s'appelle le CTPS. Et dans cet institut, depuis 15 ans maintenant, on travaille sur des doses d'azote X-80. Donc on enlève 80 unités d'azote dans un certain nombre d'essais pour voir comment se comportent les variétés en sous-fertilisation. Il y a un projet dans ce sens-là également sur l'orge brassicole, qui est la filière brassicole est exactement dans ces mêmes contraintes et injonctions de réduire son empreinte carbone. Comment est-ce que se comporte la valeur brassicole d'une orge si on la sous-fertilise ? Et comment est-ce que les variétés peuvent se distinguer les unes des autres en conditions de sous-fertilisation ? Donc ça, c'est un élément important. Un autre élément qui est, que je peux évoquer comme une perspective d'avenir, mais ça illustre aussi la façon dont travaille la recherche aujourd'hui, c'est les liens avec la recherche fondamentale et le travail en collaboration avec les confrères obtenteurs sur des sujets qui dépassent la capacité de travail d'un seul obtenteur. Sur la thématique notamment donc, de la valorisation de l'azote en blé, on a découvert il y a quelques années de ça maintenant des graminées apparentées au blé dont les exudats racinaires ont la capacité de dénitrifier l'azote du sol et donc par ce biais-là de limiter les pertes par lessivage ou évaporation de l'azote. Et donc des équipes de recherche ont intégré, ont réussi des croisements interspécifiques en réalité entre cette graminée sauvage apparentée et le blé. Et aujourd'hui, on dispose à l'INRA de Clermont-Ferrand, c'est passé par le CIMIT au Mexique, mais enfin peu importe, à l'INRA de Clermont-Ferrand, aujourd'hui, on a 3 lignées qui sont des lignées qui ont été back-crossées à partir de cette ressource et qui expriment des lignées de blé qui expriment dans leurs racines cette caractéristique-là. On espère pouvoir prochainement s'investir dans un projet collaboratif avec une bonne partie des confrères obtenteurs et la recherche publique française pour travailler spécifiquement sur ce critère-là qui fait partie des critères d'amélioration sur lesquels la filière travaille. Super, merci beaucoup pour l'illustration. Ça me fait, parce que du coup tu évoques des projets multi-partenariats et c'est ce qu'évoque Vincent depuis tout à l'heure, et je crois qu'il y a une actualité un peu inédite sur un projet entre Tereos, Agora et plus large, et donc si Vincent tu peux nous expliquer un petit peu le nouveau projet qui est sorti de jeudi dernier. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a communiqué sur le fait qu'on lançait un projet d'agriculture régénératrice qui s'appelle Récolte pour régénérer collectivement le territoire. En fait, c'est un lancement parce que c'est un projet maintenant multipartenarial. À la base, vous avez sûrement entendu parler du projet Sol Vivant, dans lequel certains peut-être sont engagés. C'était une initiative du groupe Nestlé qui a recruté en collaboration avec 4OS, dont Agora, des agriculteurs pour s'engager dans un projet d'agriculture régénératrice. En 2 mots, c'est quoi un projet d'agriculture régénératrice ? C'est un projet sur lequel on va suivre un certain nombre d'indicateurs liés à la santé des sols, à la couverture des sols, aux émissions de gaz à effet de serre, au stockage de carbone ou au carbone humifié restitué dans les sols et à la biodiversité.
Et donc toujours dans le même esprit d'essayer d'optimiser les choses et de faire un consensus autour de ces projets. Donc on a intégré Tereos le projet et fait de ce projet Sol Vivant un projet multifilière dans lequel l'agriculteur va pouvoir valoriser au-delà du maïs pour les adhérents d'Agora, la betterave avec Tereos et puis donc le colza avec Pepsi. Et donc c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se construire parce que c'est toujours entre guillemets la contrepartie, c'est-à-dire que quand on veut travailler en collectif, c'est souvent des bonnes intentions, mais ça prend du temps. Donc ça a pris une année pour pouvoir déboucher sur ce projet multipartenarial. Et donc toujours dans l'objectif de faciliter les choses pour l'agriculteur, un seul diagnostic pour les 3 cultures, et puis donc une rémunération supplémentaire, puisqu'au-delà de la rémunération donc maïs, on aura la rémunération betterave et colza. Et donc côté Tereos, ça permet de contribuer à l'objectif d'atteindre 20% des coopérateurs qui sont engagés dans un programme d'agriculture régénératrice d'ici 2030. Parce que donc, derrière, on a aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite, une démarche de valorisation de cette décarbonation auprès de nos clients, parce que nos clients nous demandent d'avoir accès à des produits avec une empreinte carbone réduite pour eux-mêmes réduire leur scope 3 et avoir une stratégie de décarbonation. Chez Tereos, on pense que ça a de la valeur, et je pense que chez Agora aussi. Et donc, on a une offre commerciale qui s'appelle Cultivate Net Zero, qui a été donc sortie récemment, qui permet donc à nos clients de se positionner soit sur des produits avec empreinte carbone réduite du fait de décarbone industriel ou via du sourcing issu des programmes d'agriculture régénératrice. Et donc le projet Récolte en fera partie. Et ce qu'on peut constater, ce qu'on peut peut-être dire, parce que je pense que ça vous intéresse, cet aspect valorisation, c'est que ce qu'on constate, c'est que sur les marchés du sucre, de l'alcool, on a plutôt plus de demandes aujourd'hui que sur les marchés donc amylacés, produits amylacés, où la demande est encore un petit peu timide. Mais on y travaille et on espère pouvoir développer ça pour peut-être demain pouvoir aussi valoriser le blé des agriculteurs qui sont en récolte avec une prime sur le blé. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, à aujourd'hui. Nous aussi, Donc, on l'espère. Oui. Et voilà une illustration concrète de la stratégie d'Agora pour accompagner la transition écologique en collectif. Oui, tout à fait. Et parce qu'en plus, Tereos, vous êtes aussi client de la coopérative, donc il y a le partenariat de l'amont sur la transition agriculture régénérative et aussi du coup client de Cérémis. Qu'est-ce que vous avez besoin en tant que client de la part d'Agora ? Alors là, du coup, si on se positionne plus en coopérative, mais plutôt en effet fournisseur-acheteur, on a exprimé le besoin d'ailleurs au mois de septembre chez Cérémis, et c'était une réunion intéressante, et c'était, je pense, le début de travaux qui vont continuer sur le fait, en fait, que pour pouvoir donc réduire notre empreinte carbone, il faut mesurer et il faut qu'on puisse avoir accès à des facteurs d'émission spécifiques des matières premières que les agriculteurs produisent. Aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone, on utilise des données génériques, c'est-à-dire on utilise des bases de données qui peuvent être sorties par l'ADEME, par Agribalise, etc. Mais si on continue avec des données génériques, on ne baissera jamais. On aura toujours une constante. L'objectif demain, c'est que toute la profession, et je pense qu'on a les moyens de le faire à travers les logiciels de traçabilité, comme on calcule les IFT, demain on calculera le facteur d'émission spécifique du blé, du maïs, etc. Et donc, nous, en tant qu'acheteurs, là pour le coup, sur la partie amylacée, on est preneur de ces données et on est encore plus preneur si ces facteurs d'émission réduisent dans le temps pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Je pense que Cérémis est tout oui sur le sujet. Tu l'as dit tout à l'heure, vous travaillez ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos témoignages. Ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est par des exemples un petit peu concrets et un petit peu décousus qu'en fait, on travaille tous avec des enjeux communs et que du coup, on a parlé un peu d'export, un peu de marché intérieur, un peu de logistique fluviale, de qualité, de durabilité. Si c'était simple, on le saurait, donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Pour résumer un peu la stratégie d'Agora, peut-être, Amaury, si tu peux nous conclure un petit peu en cette conclusion, donc, je vais reprendre nos axes stratégiques. Donc d'abord, l'axe orientation marché avec Cérémis. C'est très important d'avoir un partenaire comme Cérémis parce que vous l'aurez bien compris, il permet quand même de trouver des marchés qui sont difficiles quand on n'a pas la qualité. Et donc nous avons absolument besoin d'un partenaire comme Cérémis. Concernant l'axe agroécologie,
Il nous faut travailler sur la résilience des exploitations face au changement climatique et aussi face à toute l'instabilité politique. Pour cela, on est content d'avoir un partenaire comme Tereos qui peut proposer un partenariat aussi financier pour les exploitations pour aider à la transition agroécologique. Concernant l'innovation, j'ai à ma droite une société d'excellence dans la recherche qui fournit quand même la première variété française cette année avec Thermidor. Et donc, elle participe grandement à l'innovation chez Agora. Bon, concernant les partenariats, il n'y a rien à dire, vous auriez bien compris, on est bien entouré. Et le dernier axe, et non des moindres, c'est l'engagement. Soyez sûrs que la direction générale et aussi que l'ensemble du conseil d'administration a bien conscience des enjeux des partenaires et des partenariats. C'est pourquoi nous nous investissons tous au quotidien dans tous les organes de gouvernance pour qu'on trouve de la valeur ajoutée pour les exploitations, ce qui est vraiment le moteur de notre engagement. Voilà. Merci beaucoup Amaury. Si je peux compléter, j'ai encore une petite minute. Ce que je retiens aussi, moi, des partenariats, c'est qu'on a des partenariats historiques, Unisigma, Ceremis, on a parlé d'Inoxa, mais aussi là, autour de la table, on avait Tereos. Et en fait, il y a plein de nouveaux partenariats, de nouvelles synergies qui se créent, notamment sur la technique ou l'agriculture régénératrice, etc. Mais mettre des coopératives betteravières et céréalières autour d'une même table, ça se voyait pas forcément avant. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, à travers cette table ronde, on voulait illustrer que nos partenariats nous servent nos enjeux historiques, mais aussi les enjeux à venir. Et pour ça, on peut remercier les 4 participants de notre table ronde aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir. Vous venez d'entendre à quel point les partenariats sont essentiels pour Agora, mais aussi pour nos unions. C'est la complémentarité de nos missions et nos engagements qui nous permettent d'avancer ensemble dans une logique gagnant-gagnant. Alors un grand merci aux 4 intervenants pour leurs éclairages et pour la qualité de leur collaboration au quotidien. Et sachez qu'Agora continuera de jouer pleinement son rôle de coopérative engagée au service d'une stratégie qui crée de la valeur pour ses adhérents et pour nos territoires. Alors j'ai envie de terminer ce podcast en disant plus fort en coopérative et surtout plus fort tous ensemble, et je vous dis à très vite dans Demain de Bottes.